Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors, nous allons retrouver notre ami Jean-François Ozol pour l'interviewer de nouveau sur les questions du climat. Mais, autant la dernière fois, la semaine dernière, vous étiez sur des considérations plus scientifiques, de réfutation finalement du discours climato-alarmiste ou climato-réchauffiste. Enfin, autant il paraît que nous avons affaire finalement à un groupe de pression climato-financier et qu'il y a des intérêts derrière tout ça. Vous allez essayer de nous expliquer. Mais par exemple, la forêt brûle en Australie. On reviendra sur l'incendie et les causes de l'incendie. Mais il y en a pour nous dire que maintenant, il faudrait que l'Australie paye pour tout le CO2 qu'elle a envoyé dans l'atmosphère. Or, si nos téléspectateurs regardent bien votre cravate, ils verront peut-être identifier des signes aborigènes. Oui, alors expliquez-nous cela. Bah, écoutez, j'ai choisi cette cravate effectivement sciemment parce que dans la série Courage Fuyons de la presse et notamment du Monde, qui s'entend bien que il y a quand même un petit problème, qu'on ne peut pas trop accuser le réchauffement climatique, etc. Et il y a un de mes amis qui était très fier de ça, qui m'a dit « Tiens, Le Monde, il devient de ton avis. » Et il a fait paraître un article. Alors effectivement, vous lisez l'article, on dit « Oui, alors la conjonction de phénomènes météo, etc. » Patati patata. Bon, dans cette affaire, et c'est pour ça que j'ai mis la cravate, en fait, le problème est dû à la confiscation de l'intelligence par un certain nombre de personnes, fort imbues de leur personne au demeurant, à savoir que les écologistes ont obtenu du gouvernement, alors pour des raisons électoralistes, que, notamment, on contrevienne à une des règles que les aborigènes avaient mis au point depuis très longtemps, parce que les eucalyptus, tout le monde le sait, produisent de l'essence d'eucalyptus, qui est particulièrement inflammable, et que donc les forêts d'eucalyptus, depuis des temps immémoriaux, brûlent régulièrement. Et c'est pour ça, alors là, on se croirait dans la conclusion d'une émission de M. Hulot, nous avons encore appris de la sagesse, etc. Sauf que là, on leur dit merde aux aborigènes, on leur a dit, vos histoires de brûlis, tout ça, c'est de la connerie, ça fait du CO2 dans l'atmosphère, donc les brûlis, on n'en fait plus. Bon. Et puis, par la même occasion, les mêmes ont obtenu le fait que les pistes des pompiers soient cadenassées. Donc, 5 ans après, elles sont dans un état difficilement praticable. Oui, la forêt les a reconquises. Voilà, et puis pour des questions de biodiversité, parce que la biodiversité est la nouvelle tarte à la crème, on vous dit, alors là, il ne faut surtout plus ramasser le bois mort dans les forêts, car il signifie une biodiversité extraordinaire. Et donc, on a interdit le ramassage du bois dans les forêts australiennes. Pratique très ancienne. Et notamment, il y a un monsieur qui s'est vu l'année dernière coller une amende de 60 000 €, ce qui est quand même un petit peu d'argent, parce qu'il avait osé enlever le bois mort autour de sa maison. De son village, il ne reste que sa maison. Ah oui. Toutes les autres ont grillé. Toutes les autres ont grillé, oui. Mais voilà. Donc, parce que, imaginez la forêt des Landes sans aucun coupe-feu, avec plus aucune circulation pour les pompiers, et interdiction absolue de défricher, de faire quoi que ce soit,
et puis un départ de feu là-dedans. Il est évident qu'on brûle la forêt des Landes en une fois. Parce que ce n'est pas les Canadaires qui suffiront, sauf si c'est pris vraiment très très tôt, mais comme en général, ils sont plutôt justement du côté où il y a des feux, c'est-à-dire du côté de Marseille. Oui, bien sûr. Le temps de décider que peut-être il faudrait envisager de les envoyer, mais alors le problème c'est qu'il y a un impact CO2 du déplacement de l'avion. Oui, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup d'aller éteindre l'incendie? Parce que voilà, on va émettre tant de kilogrammes de CO2, c'est peut-être M. Jancovici qui va aller faire le calcul, pour déplacer les avions là-bas. Et donc peut-être il faudrait bien réfléchir au fait que c'est peut-être pas nécessaire de déplacer les avions. Et la forêt landaise ne brûle pas. Donc notre forêt landaise ne brûle pas, comme ne brûlaient pas beaucoup les forêts australiennes auparavant, étant entendu qu'il y a un certain nombre d'activistes pour le climat qui ont été arrêtés, semble-t-il, en Australie, qui ont sciemment mis le feu dans la forêt. Voilà. Donc un des plus grands désastres écologiques... Alors le problème de l'écologie... Oui, le mot. C'est le mot, parce que si vous voulez, moi j'ai quelques amis écologues... Nous sommes tous les trois... favorable à l'écologie, si je puis dire. Oui, non, mais pas à l'écologisme. Mais voilà. Parce que si vous voulez, un écologue, en général, se sent particulièrement insulté quand on traite d'écologiste. Quand on traite d'écologiste. Parce que lui, il a été à l'école, il a appris, il a passé des examens, ils ont été validés. Et il a quand même une certaine vision sur la façon dont les choses s'équilibrent. Tandis que l'écologiste, il vient lui expliquer ce qu'il faut faire. Quoi. Parce que lui, il n'a rien appris. Il suit les directives qui lui sont données au travers d'officines dont il conviendrait peut-être de remonter à la source. Mais en tout cas... Remontons à la voilà. Alors, par rapport à tout ça, si vous voulez, entre ma réunion de bistrot où on m'a dit tu devrais lire ce qu'a écrit Camille Vert et puis la suite... Alors, quand vous avez fini de mesurer comment dirais-je, le fonctionnement de toute la machine de régulation thermique de la Terre, on a oublié de dire une chose la dernière fois qui est très importante, c'est que c'est l'eau qui refroidit la Terre en permanence, puisque la vapeur d'eau, lorsqu'elle s'élève et qu'elle arrive à la tropopause... Elle se détend. Non, surtout, l'eau condense. L'eau condense, et au moment où elle condense, elle libère l'énergie d'évaporation. Et à partir du moment où elle est suffisamment haut, si vous voulez, j'avais pris une image l'autre fois des poissautteurs, c'est que les poissautteurs du Mexique, plus il fait chaud, plus ils sautent. Donc, au pôle Nord, avant j'avais fait une erreur l'autre fois, j'ai dit que la tropopause était à 600 mètres alors qu'elle est à 3 km, enfin bon, mais elle ne coule pas. Et elle est à 16 000 mètres à l'équateur. Donc, donc les molécules... Il y a une organisation automatique, on va dire, des molécules par niveau de pression, ça s'appelle le gradient gravitationnel de température. Alors c'est une chose qui ignore le GIEC et n'est sciemment pas enseignée aux ingénieurs météorologues. Par contre, les philanthropes que sont les transporteurs aériens payent très cher des logiciels qui calculent le routage des avions en fonction de l'état du gradient gravitationnel de température dans l'atmosphère. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que pour une certaine quantité d'énergie donnée, vous avez la répartition en statistique des molécules, puisque la température ne mesure pas autre chose que l'agitation des molécules. Donc plus il y a d'énergie, plus les molécules s'entrechoquent et plus elles vont haut. Et puis moins il y a d'énergie, c'est comme les poissautteurs, quand dans le frigidaire, ils ne bougent plus, les pois mexicains. Voilà. Donc c'est exactement pareil. Et donc, quand elles sont très hautes, les molécules, là, elles peuvent rayonner. Alors, ça me fait rigoler l'histoire du gaz carbonique qui capterait l'énergie, parce que déjà sur 10 000 molécules, il y en a 4 de gaz carbonique. Alors vous imaginez un stade avec 10 000 personnes, vous shootez un ballon, et quelle est la probabilité que les 4 attrapent quelque chose? C'est quand même assez costaud. En plus de ça, on va dire que les molécules de gaz carbonique ne captent que les ballons qui sont entre deux vitesses très précises. Ah oui, c'est ça. Alors que les molécules d'eau, c'est des Gaules, on va dire, toute largeur. D'accord. On va dire que le Gaule CO2, il attrape 30 cm au milieu des buts, et puis le Gaule vapeur d'eau, lui, il attrape le reste, à l'exception, ce qu'on appelle la fenêtre de la vapeur d'eau, qui fait qu'il fait froid la nuit dans le désert. Et donc là, vous avez effectivement le CO2 qui passe au travers. Pas le CO2, excusez-moi, l'infrarouge, et qui va direct dans l'espace. Mais pardon, vas-y, je vous en prie. Oui. Non, mais voilà, c'était pour dire que c'était le mécanisme de refroidissement de la Terre autrement dit, qui est dû, en fait, à la vapeur d'eau. L'effet, ce qu'on appelle l'effet de serre,
ne peut pas être produit par le CO2. Alors l'effet de serre, si vous voulez... Vous ne croyez pas à l'existence des dits effets de serre, des dits gaz à effet de serre? Non, déjà, l'effet de serre, il y a à peu près 70 définitions répertoriées. Ah oui, d'accord. Donc c'est un petit peu compliqué, si vous voulez. En mathématiques, en général, pour un problème, on se contente de moins de définitions. Bon, pas le cas de tout le monde. Non, si vous voulez, après, on a... Ça, c'est une image, on va dire, de combattants trotskistes, militants, c'est-à-dire qu'on fait référence à ça. Il faut toujours que l'interlocuteur ait l'impression d'être intelligent et qu'il puisse construire sa vision de la réalité avec les éléments à sa disposition. C'est-à-dire que tout le monde s'est un jour collé les fesses sur un siège en sky dans une voiture qui était restée au soleil, et on vous appelle ça l'effet de serre. Oui. Ah oui, si. Oui, bien sûr. Et dans la réalité, déjà, on va chercher la glace au plafond, là, dans l'atmosphère. Oui. Et moi, je connais qu'une seule chose, hein, c'est la thermique, qui est une science assez compliquée, parce que pour bien comprendre la thermite et tous les phénomènes en jeu, c'est très compliqué. Mais en tout cas, dans l'atmosphère, le plafond, il n'y en a pas. Donc la serre, on la cherche. Et en tout cas, réussir à faire comme le GIEC le prétend, à stocker de l'énergie dans l'atmosphère, ça contrevient au deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire que l'énergie se déplace toujours depuis le plus chaud vers le plus froid. Donc, en l'occurrence, le plus chaud, c'est par terre, puisque les rayons solaires traversent l'atmosphère sans être freinés, sauf quand ils rencontrent des molécules d'eau, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Hein. Et ensuite, c'est la Terre qui chauffe les 5 premiers mètres de l'air, à peu près. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous vend quand même le fait que l'air est un isolant thermique. Mais d'après le GIEC, c'est pas forcément vrai. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le matin, quand le sol chauffe, vous évaporez l'eau qui est là. Ouais. Tant que vous évaporez de l'eau, la température ne monte pas. Oh, parce que l'énergie est utilisée. Elle est utilisée pour vaporiser l'eau. À tel enseigne que quand il a beaucoup plu il y a 3 ans, les volistes qui voulaient voler dans la région de Nemours, ils ne pouvaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'ascendance. Ah oui. Et une fois que vous commencez à réchauffer l'air, là, le matelas, on va dire, des 5 premiers mètres se gonfle. Et après, vous avez des points faibles dans la couche, des arbres, des machins, et vous avez, comme l'air qu'au-dessus est plus lourd en densité, ça appuie dessus et vous faites monter les ascendances. Et c'est comme ça que volent les vélivoles, les parapentistes, etc. Et c'est comme ça que l'énergie remonte. Mais ça, au GIEC, ça n'existe pas. Donc l'effet de serre, ça pourrait être la vapeur d'eau, mais ça ne peut pas le CO2. Non, mais même, je veux dire, l'effet de serre, ça n'existe pas. Voilà. Puisque l'eau... Là, nous sommes dans le quasi-négationnisme. Mais si vous voulez, la vapeur d'eau, enfin, l'eau qui est évaporée au niveau du sol, bon, il faut 400 fois plus d'énergie, j'arrondis, pour évaporer 1 gramme d'eau que pour élever sa température d'1 degré. Ah, voilà. Oui, d'accord. Donc, la quantité d'énergie amenée en atmosphère est très importante. Alors, vous avez une idée de cette quantité d'énergie quand vous mettez une casserole d'eau à bouillir avec un couvercle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le couvercle, il est très très chaud. Oui. Il est très très chaud. Pourquoi? Parce que la vapeur d'eau qui est fabriquée dans votre casserole, à la rencontre du couvercle, elle se condense et elle libère l'énergie qu'elle contient. D'accord. Si c'était de la vapeur d'eau sèche, le couvercle serait beaucoup moins chaud. D'accord. Donc le transfert d'énergie se fait... je dirais quasiment, vous avez la même température, entre guillemets, enfin à peu de choses près, entre l'eau bouillante et le couvercle, à cause de ce transfert d'énergie. Alors, nous sommes revenus sur des considérations scientifiques, alors que, oui, perfidement, nous vous amenions... Oui, alors, tout à fait. Alors, ce que vous vouliez nous dire, en tout cas la semaine dernière, Jean-François Ozol, c'est que, en gros, les scientifiques aujourd'hui qui ont pignon sur rue racontent à peu près n'importe quoi, et que s'ils y arrivent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui les aide. Et justement... je pense que c'est le moment de faire une pause. Est-ce que vous pourrez nous expliquer quel est ce quelque chose après ou ce quelqu'un? Ce quelqu'un, c'est plus compliqué, mais effectivement, moi, la question qui se pose, logiquement, quand vous avez fait un peu le parcours que j'ai fait, c'est vous dites, mais attends, comment ça se fait que sur la Terre, tout le monde dit les mêmes bêtises? Voilà. Conclusion toute provisoire. Pause.
Toujours en compagnie de notre invité Jean-François Ozol. Donc Jean-François Ozol, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est cette chose, quel est ce quelque chose qui aide les scientifiques à, en gros, dire n'importe quoi? Alors, je crois qu'on y reviendra peut-être en dernière partie de l'émission, mais c'est le problème du fait que les gens se trouvent en situation, on les met en situation de dissonance cognitive. Voilà. Et on met d'ailleurs l'ensemble de la population par rapport à ces problèmes-là. Expliquez-nous d'abord peut-être ce qu'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, alors, bon, je ne sais pas si on parle maintenant plutôt après, mais bon, c'est simplement le fait que par rapport à vos certitudes, vous vous trouvez à un moment donné devant une situation, ce qui a été mis en évidence, qui ne correspond pas à vos certitudes, et vous en souffrez en fait, oui. Et vous cherchez des portes de sortie. Le problème mondialement, c'est que vous avez des taux d'intérêt qui sont négatifs à terme. Oui, enfin ça. Vous avez du quantitative easing et la CAM qui vous aide à maintenir le cours d'action, qui ont des rentabilités, il faut bien le dire, pas évidentes. Oui, surtout l'assurance vie. Voilà, donc un peu tout. Et puis vous avez surtout aujourd'hui des possibilités pour tout pays, tout groupe de personnes normalement constituées qui étudient un peu un problème. Vous avez des ressources logicielles qui sont phénoménales, qui fait que des machines-outils qui valaient des fortunes valent aujourd'hui 20-30 000 euros, que des logiciels qui coûtaient, on va dire, à l'époque c'était des millions de francs, valent moins de 100 euros. Et tout ça fait que vous avez des moyens de conception aux gens créatifs, accessibles aux gens créatifs, qui sont extrêmement puissants. Si tant est que vous ayez un peu une petite organisation capitalistique derrière, on peut parler de Taïwan et de la Corée du Sud. Grosso modo, c'est bien les implantations des banques européennes pour faire les virements, mais en fait, entre eux, ils font des réunions sur un sujet et puis chacun il y va de son obol qui va bien. Alors, je connais une famille coréenne qui a participé 5 fois au refinancement de Samsung. De Samsung. Ouais. Ah oui, ça. Ouais. Alors, finalement, ça finit par marcher. Il y a eu la même chose avec Philips en Europe. Voilà. Bon, donc, par rapport à ça, une des choses qui avait été identifiée, parce que les Américains et les Scandinaves associés à la finance, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de la finance américaine qui est allemande. Oui, scandinave d'origine. Oui, bien sûr. L'Amérique a failli parler allemand. Hein. Ouais. Oui, non, mais... Elle était le français aussi. Oui, elle parlait français. Elle a commencé à New York à une époque sous François Ier, mais bon, ça s'est arrêté depuis. On dit qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de gens qui se sont dit, bah oui, comment on peut conserver le leadership alors qu'on n'est pas nombreux, etc. Bon. Contrôler le devenir de l'énergie, l'énergie et de la capitalisation. Et de capitalisation. La finance, et du même coup, le contrôle des médias et des populations. Oui, mais disons que par l'énergie et la finance, vous contrôlez tout, en fait. Bon. Et donc ça, c'est nos amis anglo-saxons qui se sont posés cette question. Ils se sont posés cette question, ils l'ont écrit en 1960, ils ont pris des décisions, et puis on voit qu'aujourd'hui, ils ont toujours dans cette logique. Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez... alors moi, par rapport au début, j'en étais pas là. Hein, je me dis, tiens, mais c'est quand même bizarre que tout le monde raconte des sornettes, là. Alors qu'en fait, quand on s'y met, on s'aperçoit que bon, ça colle pas, quoi. Je veux dire, ça colle pas parce que les statistiques sont bidons, enfin, il y a tout qui ne colle pas. Les relevés de température, parce qu'évidemment, dans les temps anciens, qu'est-ce que vous allez savoir de la classe des thermomètres quand servi à faire les mesures? Oui. Bon, vous prenez des mesures faites autour de Paris, quand Paris s'arrêtait à l'enceinte, quand Montmartre était encore en friche, hein, c'était pas très vieux. Hein. Évidemment, vous avez 2 ou 3 degrés de moins. Bien sûr. Alors après, vous avez des gens qui ont fait des corrections manuelles des relevés de température, vous voyez, pour arriver au résultat. Alors entre vous et moi, on peut trouver ce qu'on veut, quoi. À peu près tout. Hein, il suffit qu'on change les données pour arriver au résultat. Alors après, la grande question, c'est quel intérêt? Alors après, je suis tombé par hasard sur le World Green Building Council. Alors ça, c'est intéressant. Il y a quand même 53 000 membres. Qu'est-ce que c'est d'abord? Alors c'est l'Organisation mondiale pour la construction des bâtiments verts, voilà. Green. Bon, alors là-dedans, la tête, vous avez une dizaine de boîtes. Hein. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais enfin, on a BNP Paribas, JP Morgan, Volvo, AkzoNobel, JLL, qui est un commercialisateur de bâtiments. C'est là que c'est intéressant.
puis on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que, voilà, je me suis retrouvé avec deux choses dans ma vie professionnelle. L'une, c'est la gestion d'un bâtiment estampillé HQE, haute qualité environnementale. Et puis, donc, j'ai assisté à une série d'événements que j'ai mis en rapprochement, qui là, me dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Transversalement. À un moment donné, vous avez, je crois que c'est Act Up qui s'est mis à mettre des masques sur les statues à Paris. Bon, acte 1. Acte 2, sortie de métro, que pensez-vous de la qualité de l'air à Paris? Bon, il faut savoir que, d'après les mesures faites par la ville de Paris, d'abord, la qualité de l'air à Paris n'arrête pas de s'améliorer. À telle enseigne qu'on n'arrête pas de baisser les seuils de la pollution pour trouver des journées polluées. Sinon, on ne trouverait pas. Bon. Donc on a divisé par 2 quand même, pour arriver à en trouver un petit peu quand même, pour dire qu'on a une action pour la qualité de l'air. Alors grosso modo, comme vous êtes à la campagne française la plus éloignée de la capitale, sachant d'ailleurs que la capitale est souvent polluée par la Ruhr, mais ça c'est une autre affaire, vous avez un indice de qualité d'air de pollution qui est de 40, alors qu'il est de 42 à Paris. Ah oui, c'est pas... Donc la différence, elle est... modeste. Elle est très faible, ouais. Très faible. Bon, à cela, il y a plusieurs raisons, dont celle que la technologie des moteurs s'est considérablement améliorée, que le point de combustion a été remonté en température, et que donc les substances dans le carburant, enfin les résidus de combustion sont de plus en plus proches du CO2, quoi. Le vilain CO2 qui revient. Oui, c'est méchant. Qui revient à ce galop. Alors donc, les gens qui vous posent des interviews, la maire de Paris qui fait une déclaration, et puis moi qui me retrouve à un endroit très comme il faut, club privé de la région parisienne, avec que des décideurs. Je suis très honoré, j'en suis pas à moi-même. Et là, nous avons JLL, donc premier commercialisateur de bureaux dans le monde, et membre du WC, qui nous dit, mesdames, messieurs, excusez-moi, si dans 2 ans, vous n'êtes pas capable de mettre dans les bureaux des appareils donnant la qualité de l'air en temps réel, nous ne nous sentons pas de commercialiser vos surfaces. Bon, alors là, je me dis, là, il y a un truc, là. Oui. Et c'est lui qui les fabrique? Non, peu importe, parce que non, ils sont membres du WBC. Ah oui, d'accord, oui. Alors, quand vous regardez les immeubles, l'histoire des immeubles haute qualité environnementale, c'est pas ce que vous croyez. Le WBC s'est organisé en 14 segments. D'accord. Alors, il y en a un, c'est les ascenseurs. Ascenseur, Otis, Carrier, United Technology. Ah, c'est marrant, fondateur du WBC. Ah, curieux, hein. Bon, puis vous continuez, la liste, peu importe. Ils sont jugés partis, en fond. Ah non, mais c'est encore plus fort que ça. C'est que d'une part, alors, il y a 14 segments, et vous avez des points en fonction de votre niveau d'investissement dans le segment. Par exemple, il y a les marchands d'économie d'eau, là, qui vous vendent des machins pour mettre des bulles. Alors l'avantage que vous avez, c'est que si vous voulez de l'eau chaude et que vous êtes un petit peu loin du chauffe-eau, il vous faudra attendre 2 ou 3 fois plus de temps, parce qu'en fait, il envoie moins d'eau à chaque fois, et donc s'il y a 3 litres d'eau froide dans les canalisations, il faudra que les 3 litres d'eau froide y sortent. Donc déjà, si vous êtes pressé, c'est déjà pas un bon truc. Mais de là à dire que vous économisez de l'eau grâce à ça, c'est légèrement faux, parce que à la limite, pour vous laver les mains, il vous faut même pas un quart de litre, si vous êtes rapide. Mais par contre, vous aurez finalement gagné un quart de litre, mais vous en avez quand même les 3... Excusez-moi, vous avez gagné 1 litre, mais vous avez quand même 3 qui sont barrés. Oui, donc en fait, de toute façon, vous gagnez quoi? Vous gagnez un quart de litre sur 3 litres et demi. Donc c'est pas du tout 70% d'économie d'eau, ça. En plus, c'est pas une économie d'eau. Puis en plus, il y a quand même quelque chose qui est très caractéristique de tout ce type de culture. C'est que la qualité de la vie est l'absence de tout ça. Ah c'est plus que ça, c'est malthusien et c'est attentatoire aux libertés. Ah non, mais c'est même plus loin que ça. Quand vous mettez un triple vitrage, vous n'avez plus du tout d'effet du soleil à l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, vous enlevez la possibilité à un aveugle, quand il se lève, de sentir qu'il fait chaud ou pas dehors. C'est-à-dire que vous avez un côté castrateur de toutes ces technologies, qui est absolument épouvantable.
La question que se sont posées ces gens, c'est comment obliger l'humanité à utiliser certains brevets qui arrangent certains. Bien sûr. Oui. Alors, justement, pour les brevets, venons-y, parce que ça fait partie exactement du même débat, c'est que la plupart des grands brevets sont tombés dans le domaine public. Donc, il faut trouver des nouveaux brevets, parce qu'un fonds de pension qui a des intérêts négatifs à terme, qui a une bourse qui va péter, on ne sait pas quand, mais ça va arriver, comment il gagne de l'argent ? Voilà. Il faut obliger à la consommation de brevets. Alors, les brevets, chaque brevet périmé est un brevet dangereux. On a eu l'exemple du pyralène, du glyphosate, il y en a plein comme ça. Vous êtes de ceux qui pensent que le glyphosate n'est pas mauvais pour la santé. Non, mais moi, je lis les fiches de données de sécurité de l'INRS. INRS qui est du national de je ne sais plus exactement quoi. Enfin, en code du travail, c'est eux qui font foi. Ce ne sont vraiment pas des gens qu'on peut soupçonner d'un quelconque parti pris. Dans la fiche de données du glyphosate, il y a 0 contre-indication et la Sécu n'a jamais indemnisé qui que ce soit en France malade du glyphosate. Oui, mais est-ce que c'est la preuve que quand on vaporise du glyphosate, on ne peut pas attraper un cancer ? 40 ans d'exercice d'utilisation du glyphosate en France, 0 malade. Oui, c'est un peu compliqué. En plus de ça, attention, c'est que le glyphosate, et puis on va arrêter là parce que ce n'est pas l'objet du débat, mais il s'attaque à quoi ? Il s'attaque à la photosynthèse. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent voir des êtres transgéniques ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas le géant vert. Pour le moment, les gus qui marchent à la cellule photovoltaïque, c'est pas très courant. Non. Donc, le risque d'avoir son métabolisme entamé par ce biais-là, c'est relativement minime. Mais on ne va pas discuter de ça. Alors, sur les brevets. Voilà, sur les brevets. Donc, alors, il y a un paquet de pingouins qui ont mis des tas de brevets. Et ce qui était très intéressant, c'est que les membres de toutes ces sociétés participent aux commissions qui établissent les règles, notamment les règles thermiques. Oui, alors, quand vous avez Saint-Gobain, qui est maintenant 100% plus français, non, c'est fini, ça, oui. Qui est membre de la commission, alors ils avaient projeté de mettre en service la RT, je ne sais plus laquelle, 2019 ou un truc comme ça. Alors, ils ont mis des stands d'information dans les mairies de la ville de Paris. Alors, c'est drôle parce que dans ces stands d'information, il n'y avait que des banques. Parce que l'addition est tellement salée qu'ils savent que les gens ne peuvent pas payer. Donc, il faut qu'ils s'endettent. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut augmenter le coût d'accès à l'énergie pour ralentir le développement de certains. Non, mais c'est même pas l'énergie. Il faut assurer une rentabilité au four qui fabrique de la laine de verre de Saint-Gobain, alors qu'on va dire que la France est finie d'isoler, quoi. On va pas exagérer, c'est-à-dire à un certain niveau. Ouais. Alors après, on fait des maisons qui sont des bouteilles thermos, c'est-à-dire qu'on vous met des fenêtres étanches, puis à côté, vous faites un trou dans le mur pour qu'il y ait de l'air qui rentre. Résultat des courses, parce que moi j'ai travaillé aussi comme expert en garantie décennale construction. Quand vous avez de l'air qui rentre par un trou comme ça, là, ça crée un courant d'air dans la pièce que vous sentez. Alors que quand vous avez le tour de la fenêtre qui fuit de façon homogène, l'air se mélange beaucoup plus rapidement à l'air de la fenêtre et que vous n'avez pas cette notion de froid. Donc, oui, on n'est pas obligé de faire le trou non plus. Ah si, parce que sinon vous condensez dans la... ça condense. Ça condense. Alors ça c'est obligé, ça. Non, mais si vous voulez, donc on arrive, alors après vous avez des gens qui sont très fiers parce qu'ils ont des échangeurs à plaques, des machins, des trucs. Alors déjà, il faudrait qu'ils calculent déjà la dépense énergétique associée. Bon, sachant que la plupart de ces technologies-là consomment des ressources non renouvelables. Il n'y a rien de moins renouvelable qu'un téléphone portable, par exemple. Puisque c'est que des terres rares. Et j'en passe des meilleurs, que c'est extrêmement polluant. Oui, le coltan. Alors le coltan, alors ça c'est encore un autre truc parce que ça va du. Alors là, lui, c'est le sommet. C'est le sommet parce qu'il sert à la fois à faire du maquillage, des téléphones portables. On ne peut pas fabriquer des pales d'éoliennes. De réacteurs. Ah, de réacteurs, oui. De réacteurs sans coltan, etc. Donc, si vous voulez, et voilà. Et comme par hasard... c'est au Rwanda ou quelque part par là. Au Rwanda, voilà. Je crois que les Français, il fallait les virer. Comme ça, peut-être qu'ils ne pouvaient plus livrer les moteurs à l'aviation. Et puis peut-être comme ça, on pouvait racheter Safran pas cher. Ah oui, d'accord. Enfin, je pense que c'est une piste qui mérite d'être envisagée. Elle n'a pas abouti, malgré tout. Non, elle n'a pas abouti parce que... Non, mais parce qu'après, il y a des gens il y a des contre-feux qui ont été allumés aussi. Oui. Hein. C'est pas pour rien que notre président a nommé
pour représenter, pour présider la francophonie, une anglophone, quoi. Oui. En effet. Alors, vous voulez... Le sommet... si vous voulez, des fois, il faut chercher l'erreur, quoi. Oui. Donc, oui. Alors, est-ce que l'erreur, c'est celle-là? J'en sais rien, mais en tout cas, ça fait partie des choses possibles. Voilà. Alors donc, quand vous avez été gentil, que vous avez eu 3 très bien par rapport à l'usage de 3 segments des 14, que vous avez, etc., on vous délivre un certificat de bonne conduite, un label HQE. Mais vous devez payer pour ça. Bien sûr. Parce que c'est supposé vous aider avant, puisque c'est JLL qui vous l'a dit. Hein? Si vous voulez, vous n'êtes pas HQE, alors, je ne vais pas pouvoir m'occuper de votre ça, c'est fâcheux. Donc, l'immeuble dont je m'occupe, c'est quand même 250 000 balles le ticket. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Pourquoi? Pour rien. Il y a un business, quoi. Il y a 5% du prix de l'immeuble qui est dans des mesures de ce type-là et qui ne servent strictement à rien. Nous avons des filtres pour filtrer l'air que nous rejetons côté boulevard périphérique. C'est évident que la population qui travaille dans les bureaux se retient de respirer entre chez elle et les bureaux, respire dans un lieu de havre et de paix qui a été conçu selon des normes HQE. En bordure de périphérique. En bordure de périphérique. Tout ce qu'ils émettent comme saloperie est filtré par les fils qu'il faut changer régulièrement quand même. Oui, bien sûr, etc. Bien sûr. Voilà. La maintenance, et le délire du discours sur les particules fines, il s'appuie sur une étude statistique faite dans une mine canadienne après la guerre qui consommait un carburant dont on ne connaît pas les caractéristiques et qui utilisait des moteurs dont on ne connaît pas les caractéristiques non plus. Alors grâce à cette modélisation mathématique, parce qu'évidemment maintenant on dit modèle mathématique, c'est la vérité, en France, si vous voulez, il y a plus de morts par les particules fines que de morts, toutes maladies respiratoires confondues, constatées par la Sécu. Hein? Le modèle, il est super précis, puisqu'il y a même des gens qui sont morts qui ne le savent pas, finalement. Ils ne savent pas pourquoi, moi. Non, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts, puisque statistiquement, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Hein? C'est-à-dire que les modèles prévoient plus de morts du fait qu'il n'y en a. Oui. Hein? Et donc, et juste une petite parenthèse, c'est que, des personnes que je connais, elle fait quand même partie des pneumologues un peu compétents en France, puisqu'ils ont fait la première greffe poumon au monde, et eux, ils n'ont jamais vu un mort de particules fines. Voilà. Il n'y a pas de mortalité par particules fines. Enfin, en tout cas, ils n'en ont jamais vu. Dieu sait si on nous en parle, quand même. Mais oui, parce que le rêve de Carrier, United Technologies, fondateur du WBC, c'est d'obliger en un premier temps tous les hôpitaux à filtrer tout l'air qui rentre dans le bâtiment bien, et puis après, tous les particuliers, etc. En vous expliquant que vous êtes malade. Vous avez quand même des gugus qui vous proposent des systèmes pour nettoyer l'air des villes, quoi. Je veux dire, on se marre. Toutes ces dépenses faites donc toutes ces obligations faites pour obliger à dépenser et donc, in fine, interdire à épargner quelque part. Mais bien évidemment. Et surtout, interdire aux gens d'investir dans ce qui leur ferait plaisir. C'est ça. Et qui leur rendrait la vie plus belle. C'est pour ça que c'est... Je disais tout à l'heure qu'il me semblait que c'était virtuellement totalitaire, en tout cas. Alors... Il y a cette citation d'ailleurs que vous affectionnez, il faut que tout change pour que rien ne change. Exactement. C'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes qui considèrent que les royalties sur leur argent doivent être éternelles et qui bricolent la réalité autant qu'il faut pour pouvoir continuer à percevoir des dividendes. Mais est-ce que ceux-là sont sur la logique de la décroissance, par exemple? Est-ce que ça leur rapporte la décroissance? La logique de la décroissance... si tant est qu'elle soit logique. Oui, alors, si vous voulez, je pense qu'ils sont avant tout malthusiens. Malthusiens, oui. Malthusiens. Et qu'évidemment, ils se rêvent d'une humanité disparue dans leur territoire de chasse et de promenade. Oui. Donc, effectivement, on est dans les gens à plus être soignés, plus chauffés, plus nourris, plus tout ce qu'on veut. En plus, il y a très bien dans les régimes type végétarien ou autre, c'est que si vous voulez être sûr que vous avez un accès à toutes tout ce que vous trouvez directement dans un morceau de viande, il faut passer par des phénomènes très compliqués. Il y a tellement des matières, je ne sais plus quel est le nom, qu'utilisent les femmes enceintes pour construire les futurs bébés. Si vous ne les avez pas, le cerveau des enfants, sur 2-3 générations, il en prend un coup, quoi. Aïe. Mais ceux-là, ils sont neutralisés, c'est bien.
Ah oui, c'est ça, oui. C'est pas grave, je veux dire. Le but du jeu, c'est qu'il y ait moins de monde. Ah oui, mais alors... Vous avez par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Nair, je crois, c'est le père de l'écologie profonde. Oui. C'est pareil, alors tous ces gens, ils ont une particularité, ils sont tous de grandes familles, fort riches. Ils ont tous usé, profité d'espaces vierges ou réputés comme tels. Et donc, ce brave monsieur, papa de l'écologie profonde, quand vous prenez son pédigré, oui, d'accord, oui, des professeurs de philosophie, c'est très bien. Oui, mais c'est qui sa famille? Ah ben sa famille, c'est les premiers transporteurs de brut norvégiens. Ah, c'est marrant. Oui, et les premiers à avoir mis leur siège social aux Bahamas, c'est eux aussi, d'ailleurs. Donc, ce brave monsieur qui prône le fait de sucer les cailloux pour tout le monde, eh ben, en fait, lui, non, il ne suce pas vraiment les cailloux. Ah ouais, c'est ça. Hein? Alors, mon favori, alors je ne sais pas si on a le temps tout de suite. Si, on va faire une pause. On va faire une pause, mais après la pause, on en parlera. Alors après, si vous voulez, après on a un cas très intéressant, c'est celui de la famille Forbes. Ouais. Faisons cette pause tout de suite, on se retrouve dans un instant. Manifestement, il s'agit de gens qui ont intérêt à tout cela. Bon, on va explorer un petit peu cette galaxie. Voilà. On va terminer ce numéro de politique et économie avec Jean-François Auzol en faisant un petit peu de généalogie. Vous vouliez nous parler de la famille Forbes, Jean-François Auzol. Alors déjà, Forbes, il y a deux familles Forbes. Il y a celle du journal et puis il y a celle beaucoup moins connue qui se cache sans problème, notamment à Saint-Briac en France, et qui est la famille Forbes, qui tire l'origine de sa capitalisation comme 5 grandes fortunes américaines du trafic d'opium entre l'Inde et la Chine. Alors, quelles sont d'ailleurs ces familles américaines? Alors, je ne connais pas les noms par cœur, mais vous allez sur Google, vous allez trouver ça très très bien. Je dirais un peu de ce que je dis, il y a une certaine invitation au voyage, c'est-à-dire qu'il faut surtout essayer de compléter ce qu'il a raconté. Mais ce qui est intéressant, il faut savoir que la première guerre de l'opium punitive de la part de l'Europe contre la Chine, c'est 700 000 morts. C'est la création de Hong Kong, Singapour, Macao, il y en a 7 je crois, etc., qui sont toutes devenues des lieux du blanchiment de l'argent. C'est comme ça que la banque HSBC a capitalisé. Oui. Mais c'est aussi comme ça que la famille Forbes, dont les ancêtres avaient 70 bateaux qui transportaient l'opium entre l'Inde et la Chine, a tiré l'origine de son capital. Et il a fallu l'intervention de l'armée britannique pour obliger les Chinois à... si vous voulez, alors ce qu'on ne dit pas, mais si vous voulez, c'est un truc que les Chinois n'ont jamais oublié. On n'a jamais présenté d'excuses, si tant est que c'est un intérêt d'ailleurs, mais on nie ça, c'est-à-dire qu'on a même été beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a détruit l'industrie naissante chinoise en termes de mécanique. Pas oublier que si vous allez au musée Guimet, par exemple, vous avez des carreaux d'arbalète. Des arts asiatiques. Oui, des musées des arts asiatiques, excusez-moi. Oui. Voilà. Alors, vous avez des carreaux d'arbalète à section carrée qui ont été produits il y a 4000 ans en Chine. Ils maîtrisaient déjà le fait de mettre des pots métalliques à la surface. Et les carreaux d'arbalète... Galvanisation. Non, c'est du nickel, du chrome. Et vous avez le sentiment qu'ils sont fabriqués à la machine, quoi. Ah oui. Tellement ils sont identiques. Ah oui. Bon, donc les Chinois avaient une industrie mécanique beaucoup plus avancée qu'on veut bien le dire. Alors ça, bon, il y a déjà 700 000 morts, mais la deuxième guerre de l'opium, c'est 34 millions de morts. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on se souvienne d'un certain nombre de choses. Mais donc, ces familles-là, alors vous avez de l'autre côté les Suédois, qui ont très bien vécu qui ont commencé leur capitalisation à partir du pillage de l'Europe, du tour de la Méditerranée, et qui, grâce au réchauffement climatique de l'époque, et ils ne peuvent pas ne pas le savoir, ont descendu la Volga pour rejoindre Constantinople, et qu'au passage, les Varegs, qui ont quand même... ont fondé la Rousse. Qui en plus ont vendu des esclaves jusqu'à une époque fort avancée, pas très loin de nous, sont intervenus comme mercenaires tout d'abord, et puis les mercenaires ont pris le pouvoir quand même. Bon. Donc il fallait quand même savoir, est-ce qu'un jour la Suède va présenter des excuses
au restant de l'Europe pour l'avoir pillé, c'est une question qu'on pourrait poser à une petite dame qui sait beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'effectivement, elle a un peu la même tête que les bateaux. Greta. Ah, vous pensez à Greta Thunberg? Par exemple. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, tous ces gens ont conscience du fait que l'argent n'est pas de l'argent en tant que tel, c'est une délégation de pouvoir. Donc, ils ont tout fait pour que la délégation de pouvoir d'émettre l'argent leur revienne. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent... Le pouvoir de battre monnaie. De battre monnaie, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États battent pas grand-chose comme monnaie. Ah bah non, enfin... Et surtout, ils ne veulent pas que d'autres accèdent à une capitalisation suffisamment importante. Et il existe, c'est ce que vous révélez, un document du secrétariat d'État américain. Alors je révèle rien du tout. Hein. Dans les années 60... Vous allez le révéler à nos téléspectateurs quand même. Oui, non, mais disons que bon, voilà, comment rester des leaders dans le monde alors que la population va devenir de plus en plus insignifiante par rapport... Enfin, insignifiante, le pourcentage est de plus en plus petit, et qu'en plus, on gère très mal ses ressources, hein, parce que la consommation spécifique d'énergie des États-Unis par tête d'habitant, elle est colossale pour pas grand-chose. Oui. Étant entendu qu'aux États-Unis, c'est un pays de non-créativité, quoi qu'on en dise, et quoi qu'en soit l'image qu'on nous en vende, puisque vous allez dans les États intérieurs des États-Unis, on vous pose encore des questions du genre mais au fait, chez vous, on mange avec des fourchettes? Oui. Bon. Oui, est-ce que vous avez Internet en Europe? Oui, mais vous avez des autoroutes. C'est bien, ouais, c'est très bien. Bon, et vous aviez General Motors qui a fait faillite, qui 3 jours avant de faire faillite, louait encore des placards publicitaires. Nous savons quel véhicule il vous faut. Oui. Bon, voilà. Donc... Et c'était des gros véhicules archaïques, avec, à propulsion, enfin... avec tout. Mais en fait, si vous voulez, c'était une extrapolation de ceux qui avaient débarqué sur les plages de Normandie. Hein. C'est pas... Parce qu'en fait, on ne change pas un système qui fonctionne. Donc, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, même Bush avait écrit qu'il fallait que l'enseignement des mathématiques soit amélioré aux États-Unis, parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui... Ils n'ont plus suffisamment d'ingénieurs confidentiels défense pour s'occuper de leur armée, en fait. Bon. Alors ça, c'est un vrai problème, et surtout... si on veut, pardon de vous interrompre, si on veut gagner sa vie aux États-Unis, il ne faut pas être ingénieur, il faut être lawyer, il faut être avocat. Voilà. Alors ça, si vous voulez, ça c'est des vieux restes de beaucoup de choses, mais par rapport à directement, effectivement, ça c'est sûr, c'est ce que... si vous voulez, les avocats, alors les Américains ont fait appliquer à l'Europe le projet nazi de constitution européenne. Oui. Hein, le premier président était quand même un nazi. De la Commission européenne. Qui a été sauvé. Et chez eux, tous les États ont des lois différentes. Bien sûr. C'est pour ça que les lawyers gagnent un paquet de pognon, parce qu'il faut le différentiel. En permanence, il faut suivre le différentiel. Vous avez autant de lois qu'il y a d'États aux États-Unis, quoi, grosso modo. Enfin, je veux dire, il y a des contradictions, des machins, des trucs. Donc, c'est très compliqué. Par contre, ils veulent un champ de bataille, enfin, un billard en Europe. Comme ça, ils sont peinards, quoi. Voilà. Alors, vous avez digressé, mais ce document du secrétariat d'État américain listait quand même un certain nombre. Oui, alors je crois que c'est 14 pays qui devaient rester à l'âge de pierre pour pouvoir être des ressources minières et énergétiques pour les États-Unis. Donc il y a la Birmanie qui s'appelle Myanmar, oui. Il y a l'Irak, il y a le Venezuela, il y a la Bolivie, puis enfin je ne sais pas par cœur, mais ils ont bien conscience que le pouvoir vient du contrôle, pas le pouvoir, il y a la capitalisation, mais de l'énergie. Aujourd'hui, ils ont mis sous embargo les 2 tiers, un tiers des capacités mondiales de pétrole. Oui, et quand on nous dit que c'est fini le pétrole, on se marre. Vous avez aujourd'hui tous les conflits gravitent autour de l'énergie et du pétrole. On veut mettre là aussi sous embargo parce qu'il y a du gaz dedans, etc. Ouais. On vous dit, ah oui, mais il y a des compagnies pétrolières qui sont contre de vendre du pétrole et vont vendre du gaz, etc. Mais bien sûr, puisque au kilowatt produit, le gaz coûte beaucoup moins cher à exploiter une compagnie pétrolière que le pétrole. Donc vous avez tous ces trucs-là qui, bout à bout, font que, assortis des mesures de taxation carbone et autres, par exemple, en Belgique, il y a 60% de la population qui ne peut plus épargner, et donc qui est à la merci des puissances d'argent pour leur prêter un peu de pognon. Donc, l'idéologie réchauffiste, la lutte est au service de la finance. Voilà. Et finalement, un système de pouvoir. C'est un système de pouvoir, dans votre esprit, complètement. C'est un système de pouvoir. Et d'oppression. Et par exemple, et tout le travail... Alors,
parlons cette fois-ci de dissonance cognitive, tout le travail de M. Brice Lalonde, qui représente donc la famille Forbes. Alors, il y a un lien entre Brice Lalonde et Forbes. Oui, sa mère et celle de John Kerry étaient sœurs. Alors, John Kerry, qui fut candidat démocrate, et ministre des Affaires étrangères, présidentielle américaine. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Voilà, donc en fait, avant d'arriver à la COP21, il signe, alors je sais pas, moi je ne suis pas contrôleur fiscal américain, mais enfin a priori il y a un document qui dit qu'il a signé, c'est pas qu'il dit qu'il a signé, il a signé avec son épouse Miss Heinz pour $1 milliard d'actifs. Heinz, c'est le ketchup. Oui, $1 milliard d'actifs, donc 94 compagnies pétrolières et 110 sociétés, enfin si on compte les sociétés de services associés, ça fait 110 sociétés. Juste avant d'arriver à la COP21 pour annoncer que l'énergie carbone c'est fini, donc cherchez l'erreur, oui. Et que vous avez le parti l'Élevé les Verts a été créé par une donation d'Arcos, c'était la 5e compagnie pétrolière mondiale. Hein. D'accord. Et que effectivement le rôle de Brice Lalonde pour l'usage du carburant vert qui permet de consommer surtout 7% de carburant en plus à puissance égale de pétrole. Le sans-plomb. Oui, le sans-plomb, le fameux sans-plomb, c'est 7% à puissance égale de consommation en plus. Brice Lalonde, quand il était ministre de l'écologie, a imposé ça. C'est ce qu'il a fait faire. Et après, il a amorcé les carburants verts. Mais si vous voulez, pour quelqu'un qui ne veut pas produire de carbone, augmenter de 7% en jouant sur le fait plomb au poison, qu'on etc. échappait au plomb. Oui, mais c'est très drôle parce qu'à la place, on met du benzène et des trucs du genre qui, eux, font des nœuds avec les neurones définitifs. Ah oui. Alors que le plomb, on sait le rejeter, on va dire. Et vous avez vu maintenant que toutes les voitures sont équipées d'un second réservoir dans lequel il faut verser un produit à base de... c'est de la... Justement, c'est pas à base de nitrate ou quelque chose comme ça. Non, c'est pour choper les nitrates, c'est de l'urée. C'est de l'urée, pardon. De l'urée. Voilà. Oui, parce que vous avez une deuxième voiture dans votre voiture qui vous coûte 3000 balles, en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une usine à dépolluer. Bon, vous dépolluez quelque chose qui n'a pas besoin d'être dépollué, parce que de toute façon, vous la ramassez avec l'urée, mais après, vous la mettez à la poubelle, elle repart dans le circuit. Je veux dire, il faut à un moment donné arrêter d'être bête. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Mme Brice Lalonde, la nouvelle, qui est agent d'opinion, écrit des articles très bienveillants à l'égard de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est juste un dictateur élu depuis 15 ans. Oui, en effet, plus un certain nombre de choses, que les femmes ne sont pas si maltraitées que ça, etc. Alors là, je me suis dit quand même, c'est un petit peu too much. Et je suis allé chercher dans la liste, je me suis arrêté à cette société, celle qui opérait en Azerbaïdjan. Et j'en ai trouvé 7. 7 sociétés. C'est donc un hasard dans laquelle la famille a des actifs qui opèrent en Azerbaïdjan. C'est forcément un hasard, si vous voulez. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Alors, en plus, grâce au pot catalytique qui a été amorcé par Lalonde, vous trouvez du cadmium aujourd'hui au sommet du Mont Blanc. Alors, en trace, évidemment. Sachant que la demi-durée de vie du cadmium dans votre organisme, elle est de 70 ans. C'est-à-dire que tout ce que vous respirez, vous avez des chances de mourir avec. D'accord. Hein, voilà. Et que c'est un métal lourd, toxique. Et à la tête de Rexel Environnement, vous trouvez le même, qui siège avec un spécialiste allemand de la combustion catalytique des hydrocarbures. Le même, c'est... Pour des moteurs électriques, c'est intéressant. C'est Brice. Brice. Et vous trouvez également, là aussi c'est très intéressant, un lawyer, un prof de droit de comment ça s'appelle l'université de Yale aux États-Unis. Alors on peut m'expliquer les hasards qu'on veut, mais à un moment donné, il faut quand même se poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est pourquoi le commun des mortels doit se saigner pour faire en sorte que certains investisseurs continuent, sans avoir à réfléchir ni faire quoi que ce soit, à encaisser des dividendes. Vous avez aujourd'hui quand même la honte pour la 5e ou 6e puissance économique mondiale, c'est qu'on envoie des chèques énergie aux gens parce qu'il y a 50% de taxes sur sur l'électricité, ce qui fait qu'il y a des tas d'entreprises qui déménagent de France à cause de ça, puisque le coût de l'énergie est trop grand, et que dans les mesures, on dit qu'on détruit 6 à 7 emplois pour créer un emploi vert. Il y a un exemple très simple de ça. En France, il y a le premier carrossier européen qui se trouve aujourd'hui en difficulté parce que il avait un contrat de
certain nombre de dizaines de millions d'euros par an avec Renault pour fabriquer un véhicule. Ce véhicule, il n'est pas conforme aux nouvelles directives. Donc, le contrat est annulé. Ça fait plusieurs centaines de millions de pertes sur 10 ans. Et donc, aujourd'hui, l'avenir de la boîte, on ne sait pas. Peut-être pour terminer avec l'exemple de la déforestation de l'Amazonie, outre le fait qu'on ait besoin de bois, pourquoi déforeste-t-on l'Amazonie ? Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on déforeste l'Amazonie, avant tout pour faire des carburants bio, ce qui est un non-sens économique et écologique phénoménal. Et puis aussi, peut-être, parce que si Svensmark a raison, du fait qu'on est... Alors, qui est Svensmark ? Alors, Svensmark, c'est un astrophysicien danois qui a montré que si on prend justement, on parlait tout à l'heure de la tropopause, là, la limite entre l'atmosphère où il y a des phénomènes météo et la stratosphère. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un mélange gazeux à peu près ayant les mêmes propriétés dans un caisson. Alors, si vous voulez qu'apparaissent des gouttes de condensation, puisque les nuages, c'est de l'eau et non pas de la vapeur d'eau, il faut à peu près multiplié par 500 la teneur en vapeur d'eau dans le caisson, pour qu'il commence à y avoir formation de nuages. Bon, donc c'est pas comme ça que ça se passe dans l'atmosphère, évidemment. Alors, ce qu'on sait, c'est que les poussières en haute atmosphère sont le lieu d'agglomération des molécules d'eau qui finissent par faire des gouttes d'eau, mais là encore, si vous faites le calcul, c'est pas suffisant. Et l'intuition de Svensmark, ça a été que c'était les rayonnements cosmiques qui intervenaient. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça ? Il a mis dans son labo, il a mis un caisson, il a pris le chrono, son équipe aussi, ils ont fait ça X fois. Et c'est toujours au bout du même temps qu'apparaissaient les premiers noyaux de condensation. Puis un jour, ils ont mis une chape en plomb pour emballer la boîte. Pour empêcher le rayonnement cosmique. Voilà. Alors un rayonnement cosmique, quand même, il faut savoir qu'à lancer à peu près à 40 000 km/s, un proton, ce qui n'est pas très gros, ça lève une brique de 30 cm quand même. Oui. Donc l'impact est quand même... Enfin, l'humanité ne survivrait pas s'il n'y avait pas la protection électromagnétique de la Terre. Ça, c'est clair. Parce que si vous voyez les briques qui commencent à sautiller partout, c'est un peu compliqué. Mais donc, en fait, encore une fois, là, c'est une image. Le proton qui se balade à 40 000 km en haute atmosphère, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un peu comme vous avec votre règle. Quand vous la frottez en plexiglas là, pour ramasser les morceaux de papier, vous la ramassez. Pourquoi ? Parce que vous avez arraché des électrons ou pris des électrons, ça dépend de la règle. Et là, vous venez créer des polarisations dans l'atmosphère, puisque l'engin qui rentre à 40 000 km par seconde, il ne s'arrête pas tout de suite, il fait une espèce de corde à linge électrique là, dans l'atmosphère, et là, vous avez l'eau qui condense. D'accord. Alors, ce que Svensmark a montré, c'est que plus l'activité électromagnétique du Soleil est faible, ce qui est le cas actuellement, donc moins on a de protection, parce que le Soleil protège à peu près 10 fois le volume du système solaire quand il est en activité max. Donc là, on va vers une période, normalement, où on va avoir beaucoup plus de nuages, de nébulosité en haute altitude, et que donc on va avoir refroidissement sur les latitudes sud et nord. Et donc moins de production agricole. Et donc moins de production agricole. Et donc pour revenir à l'Amazonie. Et l'Amazonie, l'avantage, c'est qu'elle aura ses conditions de fonctionnement qui sont toujours les mêmes. Donc on compensera le moins des productions agricoles par les ressources en Amazonie. À moins de fabriquer tout ça dans des containers et des caissons, ce qu'on sait aussi faire, mais qui a un autre prix. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont stratégiquement... Alors moi je suis assez admiratif de tous ces braves gens, parce que c'est des gens... Au courant que la production agricole mondiale va diminuer, que donc c'est intéressant de déforester l'Amazonie, parce qu'on va planter là-bas. Et donc... Voilà. Et après, ceux qui ne sont pas gentils ne mangeront pas. Et ben voilà. Et voilà. Je pense qu'on peut conclure. On va conclure ainsi. Donc, ceux qui ne sont pas gentils ne mangeront pas. Merci, en tout cas. Merci. C'est déjà un peu le cas, d'ailleurs. C'est déjà un peu le cas, d'ailleurs. Mais vous nous avez éclairé en scientifique, mais vous nous avez éclairé aussi sur le grand mensonge que représente, en tout cas, à vous entendre, l'idéologie réchauffiste. Et nous avons fait un sort très minime à la grande papesse, qui est la version féminine et enfantine du Big Brother de notre auteur Orwell. Mais c'est Big Sister, Greta Thunberg. Mais c'est un personnage qui ne mérite pas finalement
autant d'attention. Voilà. Je crois que, sortie du battage médiatique, je ne suis pas sûr qu'elle survive à l'envie de se suicider. Mais ça, c'est une autre affaire. Hein. Oui, la pauvre. Bon, on lui souhaite non, mais je veux pas. dire, non, je ne souhaite absolument pas, mais si vous voulez, on n'a pas le droit d'utiliser des gens qui souffrent de certaines pathologies pour en faire des instruments. Voilà. Or la caractéristique de la pathologie, c'est que à un moment donné, la personne s'intéresse aux assouléroses de la période du XVe siècle, alors elle sait tout là-dessus, puis après ça devient les pots de confiture au XXe siècle, etc. Bon, c'est pas, je trouve que c'est absolument incorrect d'utiliser cette personne comme un animal de foire, en fait. Ben, ce sont des monomanies, celles que vous avez citées, qui sont bien inoffensives, mais celle du climat ne l'est pas. Ben, si vous voulez, c'est encore, là encore aussi une question de culture, c'est-à-dire que nous sommes chez des gens dont la culture est celle de la culpabilité, de la rédemption, j'en passe. Vous pensez aux protestants scandinaves, en quelque sorte. Bah, disons qu'il y a c'est toujours pareil, on veut vous rendre, vous faire honte de ce que vous êtes. Et encore une fois, il n'y a pas... Interdire le plaisir de la vie. Exactement. Il n'y a pas d'hédonisme dans toutes ces cultures. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Comme je vous le disais tout à l'heure, le verbe « offrir » n'existe pas en suédois. Par contre, il y a un dieu du payage. Bon, mais nous qui sommes des latins, nous aimons la jouissance, nous aimons le plaisir. Mais oui, mais nous ne défendons pas nos idées. C'est ça le problème, c'est qu'on devient aussi fortement imprégné de moralisme à pas cher. Hein. Un moralisme à pas cher. Parce qu'en fait, en tout cas, c'est un moralisme qui est absent de moralité, on va dire. Voilà, eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Jean-François Ozol, merci Pierre. Et chers téléspectateurs, bien, à très bientôt.